Dernier quart d'heure de Smart Bourse et comme chaque vendredi, c'est la leçon de trading avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir et bienvenue Romain. Bonsoir Grégoire. Les gaps, chose promise, chose due, on s'intéresse donc au phénomène des trous de cotation pour essayer de traduire gap en français, gap dans l'univers des marchés. Justement, qu'est-ce qui définit un trou de cotation, un gap sur les marchés, Romain? Alors la définition académique, je prends celle de Edward Zemaji, un des fondateurs de l'analyse technique moderne, qui disent que c'est une zone de prix où, au moment de sa formation, eh bien, aucun titre n'a été échangé. Alors ça a beaucoup d'implications, c'est une phrase courte, mais ça a beaucoup d'implications. Ce qu'on peut se dire, c'est que dans cette zone de prix, acheteurs et vendeurs n'ont pas pu ou pas voulu s'exprimer. C'est vraiment mais que manifestement, un des deux camps a pris la main. Donc on a une implication qui est plus ou moins forte, plus ou moins significative, et on va voir que c'est en fait son importance varie selon le positionnement, selon le moment où elle se trouve dans le marché, selon les volumes aussi autour de ça, et que donc c'est pas quelque chose de neutre, qu'il y a des moments où ça n'a pas d'intérêt, et on va le voir, et puis des moments où c'est assez significatif et c'est même très précis. Ça peut s'utiliser en trading de façon assez précise, assez significative. La signification et l'importance va varier selon qu'on assiste à un gap. Alors un gap intraday a très peu de valeur, ça veut dire que c'est probablement une valeur illiquide. En revanche, un gap journalier a un peu plus de valeur et jusqu'au gap mensuel qui a une valeur très importante et qui est évidemment d'autant plus rare qu'elle se produira sur des horizons de temps plus larges. Bon, justement, vous dites effectivement, déjà la première étape, c'est d'identifier l'importance du gap. Quelle est sa signification? Est-ce qu'il a de la valeur ou est-ce qu'il n'a pas de valeur? Exactement. Alors, certains, on peut les négliger, ils n'ont pas d'intérêt. On va essayer de déterminer lesquels ce sont. Globalement, ce qu'on peut utiliser, la valeur du gap, c'est de donner un niveau de support ou de résistance. Quand ils sont utiles, c'est ça que ça va donner. Et puis, un élément de force ou de faiblesse dans la tendance qui peut se détecter. Alors, ce qu'on peut dire parmi les généralités aussi, c'est qu'ils sont plus rares sur les actions que sur les indices, et ils ont plus de signification, ils sont plus importants sur les indices aussi. Mais donc, dans les deux cas de figure, on peut les utiliser, et ils existent assez fréquemment. On va le voir d'ailleurs sur l'indice CAC 40, puisqu'on a un exemple précis après. La grande question, est-ce qu'un gap a vocation à être comblé toujours? Non. C'est un non ferme et définitif. Non, parce qu'on entend, oui, les gaps sont toujours comblés, etc. Et en fait, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut les regarder. Non, les gaps sont pas toujours comblés, ne sont pas toujours comblés. Ils le sont parfois après plusieurs dizaines d'années. Donc, les gaps peuvent rester ouverts très longtemps. Donc, il y a des gaps là derrière nous qui remontent à des années. Sur les marchés américains, sur des valeurs qu'on comblera probablement jamais, qui sont étudiées, observées, suivies. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans le gap, et qui est plutôt instructif, c'est de dire que les marchés ont une grande mémoire. Et qu'en revanche, quand on s'en approche, là, ils vont avoir une valeur significative importante. On le voit avec le gap sur l'indice parisien qu'on avait ouvert le 24 février 2020 et qui est resté donc ouvert près d'un an et qu'on a fini par combler après un mois de lutte à l'intérieur du gap, entre 5767 et 5838,5 sur le futur CAC 40 qu'on a comblé cette semaine enfin et qu'on a mis presque un mois à combler. Et donc, un an à combler, mais presque un mois à l'intérieur duquel on a travaillé. Donc, ce sont des zones significatives, ce sont des zones que le marché observe et dont il se souvient. C'est ça qu'il faut regarder, plus que de se demander si effectivement tous les gaps sont comblés. La réponse c'est donc non, effectivement, ils ne le sont pas tous. Ils peuvent rester ouverts très longtemps et donc il ne faut pas se fier à ça pour essayer de travailler. Bon, il y a plusieurs types de gaps, 4 grandes catégories de gaps, Romain. Alors, le gap commun. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du gap commun? Pas grand-chose, justement, il n'a pas beaucoup de valeur, il n'a pas beaucoup d'intérêt. Jamais. On le sait, le problème, c'est toujours ça, c'est qu'on ne sait jamais exactement quelle va être la valeur d'un gap dès le début, mais on a des signaux qui nous permettent de le savoir. Donc le gap commun, il est souvent comblé dans les jours qui suivent, mais il n'a pas beaucoup de valeur technique, il n'est pas très important. On le met de côté et ce n'est pas celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Bon, mais juste à quoi on le reconnaît, le gap commun? Par extension, par élimination par rapport aux autres 3 autres gaps qui, eux, ont de la valeur selon l'endroit où ils se trouvent et la façon dont ils se positionnent. Donc le premier gap important, et c'est ce dont on parle peut-être le plus quand on regarde l'ouverture des marchés, c'est le gap qu'on peut avoir à l'ouverture parfois sur les indices c'est ça, à la reprise de cotation. C'est le gap d'ouverture qui devient ensuite gap de rupture, c'est-à-dire qu'il va rompre avec la tendance précédente, comme son nom l'indique. Celui-là est significatif, on se doute pourquoi, puisqu'il casse avec un environnement précédent qui est soit ça peut être un retournement de tendance, ça peut être donc une tendance baissière qui devient haussière, ça peut être une structure graphique de pause qui est donc de rompre avec cette pause. Donc ça, c'est un intérêt. Il est rarement comblé. Ça, c'est un signal intéressant. Il se fait souvent avec des volumes qui sont significatifs, qui sont importants. Il est intéressant parce que, par exemple, en sortant d'une structure graphique, comme on parlait du trading range, on sait qu'il y a beaucoup de fausses sorties. La sortie d'un trading range
en gap peut renforcer la probabilité de continuation de cette et la fiabilité de cette sortie et donc le niveau d'intérêt. Alors on peut même pousser un peu plus loin. On sait que s'il est comblé sur des matières premières ou sur des actions, eh bien c'est un signe de faiblesse plus que sur l'indice. Et en revanche, c'est Kirkpatrick et Dahlquist qui proposent ça dans leur livre d'analyse technique, qui donne une technique. Si au bout d'une demi-heure il n'est pas comblé, c'est que probablement il est fort ce gap d'ouverture. Et même on peut zoomer encore plus, prendre des bougies en 5 minutes ou des barres en 5 minutes. Et donc si les 3 premières barres forment un trading range, si le mouvement se poursuit dans la tendance du gap, c'est que le mouvement est très fort. Si le gap est comblé ou invalidé en sortant de ce range, et donc à l'opposé du gap, c'est que le mouvement est plutôt faible. Donc vous voyez, on peut arriver à un niveau de finesse assez intéressant avec le gap. On peut faire des choses qui sont assez précises. Et donc celui-là est rarement comblé, effectivement. Bon, à l'inverse donc du gap d'ouverture ou de rupture, il y a le gap de continuation, c'est ça, Romain ? Celui-là est très intéressant parce qu'il donne déjà des éléments de force et de probabilité de poursuite du mouvement. Et en plus de ça, il donne en général la moitié du parcours du chemin. Donc on peut se baser sur la première partie du mouvement qui a eu lieu, en général avec le gap précédent ou un mouvement précédent, et considérer que ça c'est un gap qui va indiquer la moitié du parcours. Alors il peut y avoir, ça c'est aussi question d'interprétation, 2 ou 3 gaps de rupture d'affilée. Donc il peut y avoir un piège et considérer que ce serait être assimilé au 3e gap, le gap d'épuisement. On va voir qu'on a des astuces aussi pour se repérer et ne pas le confondre avec le gap d'épuisement qui est le 3e des derniers types de gap. Celui-ci non plus ne doit pas être comblé. C'est moins grave s'il l'est et ça donne pareil des niveaux intéressants, des niveaux de support et de résistance. On peut remonter ses ordres stop par exemple au niveau de ce gap-là. C'est un point de repère pratique pour travailler bien sûr. Bon voilà pour le gap de continuation et donc le dernier grand gap c'est le gap d'épuisement, c'est ça Romain ? D'épuisement, son nom est très clair. Ouais. Alors il indique la fin probable du mouvement en cours, ça peut être une pause dans le mouvement, c'est pas nécessairement un retournement de tendance. Il est d'autant plus probablement un mouvement de retournement de tendance qu'il est comblé dans les 2 à 5 jours, toujours selon Edward Zemaji. Et puis il indique qu'il est repérable parce que la faiblesse du mouvement a lieu, notamment autour des volumes. Ça, c'est un élément qui peut donner un indice complémentaire du fait qu'on est en face à un gap d'épuisement. Et en général, il se produit proche d'un objectif, proche d'un niveau de résistance important. Et donc, c'est là où on va pouvoir donc surveiller l'évolution des prix autour de ce niveau-là et voir que c'est probablement un gap d'épuisement, effectivement. Bon, alors, un exemple, vous nous proposez l'exemple d'Hermès. Je crois d'ailleurs que je me souviens de cette journée, parce que ça nous ramène pas si loin que ça en arrière. Fin février, ça devait être le jour de la publication des résultats d'Hermès. C'est exactement ça. C'est ça. Et je me souviens très bien, on s'était vu ce jour-là, vous m'aviez dit, voilà, regarde la bougie sur Hermès, c'est pas joli. C'est pas joli. Non, et ça se confirme, ça ce sont des structures. Alors j'ai pris un cas d'école un peu excessif mais qui est intéressant. C'est un gap d'épuisement clairement et puis c'est surtout un spike aussi. Voilà, on l'a là. Donc vous voyez le cadre en bleu, en fait j'aurais pu l'agrandir jusqu'à la bougie verte, la mèche de la bougie verte précédente, la grande bougie rouge qu'on voit là. Donc il y a un énorme gap d'une part et puis une bougie en étoile filante qui en plus derrière indique que les vendeurs ont repris nettement la main et ça en haut de marché c'est ce qu'on appelle un spike, donc doubler un gap tout en haut de marché aussi grand avec un retournement comme ça derrière. Si en plus le lundi, enfin en l'occurrence c'était un lundi je crois le jour suivant, eh bien il y avait un nouveau gap baissier. On est dans un cas de figure d'étoile du soir et donc c'est un mouvement de retournement de marché assez bien puissant. Vu, hein. C'est exact. Donc, vous me l'aviez dit ce jour-là, je m'en souviens très bien. Il était effectivement il est assez significatif et il était assez marquant. C'est pour ça que j'ai pris celui-là comme gap d'épuisement. Il est un peu caricatural mais il a bien fonctionné. Bon, et puis alors sur le CAC 40, là aussi, donc une petite série de gaps, justement pour reprendre un peu les différents gaps, les différents trous de cotation qui existent, Romain. Là, on a toute la gamme qui est avec nous. Là. Parfaite, et c'est une séquence qui s'est produite très récemment entre le 2 février, le 5 février, le 15 février, et puis avec un petit piège, un gap de continuation qui n'était pas un gap d'épuisement. Alors, on voit très bien qu'on avait une ligne de tendance baissière, donc jusqu'au 2 février. Le 2 février, on ouvre, on avait parlé de cette zone d'achat potentielle, et on ouvre avec un gap qui n'est pas comblé, qui reste ouvert. Vous voyez qu'il est toujours ouvert, il reste incomblé à ce jour. Et il déclenche un mouvement haussier qui était avec du volume, donc un mouvement assez significatif. On a ensuite, c'est le 5 février, un deuxième gap, vous voyez, qui est avec le carré, le rectangle est marqué avec un cœur rouge, un gap de continuation, qui indique probablement la moitié du parcours qu'il nous reste à faire. Et donc, en dupliquant ce mouvement, le premier mouvement qui a eu lieu entre le premier gap de rupture et ce gap de continuation, on le duplique et on obtient une cible qui est aux alentours de 5776 points. Parfait. Or, on voit que le marché a continué. Je mets de côté le troisième gap qui est de continuation pour l'instant et on va aller effectivement au gap d'épuisement.
Or, c'était le 15 février, nouveau gap, qu'on pouvait considérer comme un gap d'épuisement. On va d'ailleurs ce jour-là chercher et dépasser un peu la cible. Et depuis, on constate que le marché, effectivement, a formé une pause assez significative. Ouais. Il y avait moins de volume ce jour-là. On atteignait une cible, donc on est probablement en présence d'un gap d'épuisement. Donc, tous ces éléments pour vous donner que le fait que, au moment du gap d'épuisement, on peut prendre du bénéfice. Ça, c'est techniquement intéressant, bien sûr. C'est un niveau sur lequel on peut remonter les stops. Et puis, ce piège avec le gap de continuation, donc, qui lui s'est produit le 8 février, dont le cœur, c'est le petit rectangle dont le cœur n'est pas grisé, n'est pas rouge. Oui. Et celui-là, on aurait pu le prendre pour un gap d'épuisement, mais il y a deux choses. Non seulement il se produit avec du volume ce jour-là, donc il y a toujours de la force. Et ensuite, on n'est pas encore au niveau de l'objectif prévu par le doublement de la position avec le premier gap. Donc, c'est un gap qui est assez piégeux. Oui, il y a des faux amis, c'est ça. C'est un élément d'analyse qu'il faut compléter avec d'autres paramètres. On se dit que voilà, on est trop proche du gap de continuation précédent et que donc voilà. Dans ce cas-là, on peut réutiliser la moyenne. Alors, je ne l'ai pas proposé là à l'écran, mais sur ce dessin-là, ce serait trop chargé. Mais on peut utiliser la médiane entre les deux gaps de continuation pour déterminer un objectif médian. Et on remarque qu'on est allé chercher effectivement des objectifs un peu supérieurs. Donc, ça sert à vraiment indiquer la moitié du parcours. Donc, un niveau significatif et précis. Et voilà, tout sur les gaps. Merci beaucoup Romain. Merci Romain Daubry qui est avec nous le vendredi pour la leçon de trading à partir de 19h15. Et on vous retrouve dès lundi, 12h30, avec nous en plateau, Romain, pour le plan de trading de la semaine prochaine. En tout cas, les équipes de Bourse Direct qui sont avec nous le lundi et le vendredi pour ces deux grands rendez-vous marquant la semaine de Smart Bourse. Romain Daubry, donc, merci d'avoir été avec nous ce soir. Très bon début de soirée, bon week-end. On se retrouve donc lundi en direct à 12h30.